présenté le projet Récofir, renforcement des connaissances sur la flore et la faune des îles éparses. On a mis l'ensemble des contributeurs à ce projet, ils sont nombreux, sachant que c'est un projet qui a été porté d'un point de vue scientifique par Serge Muller, du Muséum national d'histoire naturelle. Et au niveau de la coordination du volet flore, je m'en suis chargé, tandis que le volet fonge était géré par Rémi Poncet, qui interviendra donc en deuxième partie. Un projet porté donc par le Muséum d'histoire naturelle, l'UMS Patrinat, le CBNM Mascarin et le Missouri Botanical Garden. En termes du volet flore vasculaire donc, que je vais traiter, on avait deux objectifs. L'objectif prioritaire était de tenter en tout cas d'améliorer la détermination de 16 taxons de la flore vasculaire terrestre des éparses, dont la taxonomie reste problématique, sachant que c'est dans des taxons qui peuvent faire partie de groupes taxonomiques extrêmement maltraités ou en tout cas nécessitant une révision, parfois à l'échelle de l'océan Indien, parfois beaucoup plus large que ça. Également, on a la supposition, à partir des études morphologiques qu'on avait faites, de présence de nouvelles espèces pour la science, donc certaines endémiques en plus pour les îles éparses, et un objectif secondaire en fait qui permettait de compléter les collections végétales de différents types, que ce soit celle du Conservatoire de botanique de Mascarin, mais également du Missouri Botanical Garden de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle, de Genève, Tana également, l'herbier de Mayotte, qui est l'antenne du Conservatoire botanique de Mascarin, mais également les collections de l'Université libre de Bruxelles. En termes de résultats, les bilans des récoltes, l'ensemble des récoltes des îles éparses ont été faites au cours de la rotation du Marion Dufresne par 5 personnes. On était 2 binômes, sachant que Christian Fontaine, Frédéric Picot ont switché tous les deux lors de l'étape de Mayotte. Et donc, ont participé à cette phase de terrain, notamment Ewan Bido du Missouri Botanical Garden, ainsi que Rémi et moi-même. Les récoltes complémentaires ont été faites à La Réunion et sur Mayotte. En termes de récolte, par rapport à l'objectif prioritaire de déterminer ces 16 taxons, nous avons procédé sur l'ensemble des îles plus Réunion Mayotte à 59 récoltes qui correspondent à 31 taxons, dont les 16 ciblés plus des espèces proches du genre. En objectif secondaire, donc compléter les collections végétales, 78 récoltes correspondant à 66 taxons qui ont toutes été envoyés aux herbiers partenaires et aux différentes collections végétales. En termes d'analyse de ces taxons problématiques, un premier résultat est obtenu grâce à la détermination par Vincent Boulet, uniquement sur la base de critères morphologiques, d'Opilia armentacea, une espèce qu'on avait repérée depuis longtemps sur Juan de Nova, mais pour laquelle on manquait clairement de matériel, notamment au stade reproducteur, pour arriver à une détermination fiable. C'est fait aujourd'hui. En termes d'analyse moléculaire, il faut savoir que les familles des Phylantacées, Euphorbiacées, Solanacées ont été traitées par Xavier Aubrio, de l'Université Paris-Saclay. Pour cela, en fait, il a extrait l'ADN génomique, je passe assez vite sur les méthodes, pour amplifier les régions MATCA et ITS, régions comparées notamment à la banque de données GenBank, et pour certaines familles, il aura également fait des arbres phylogénétiques. Au niveau des Phylantacées, cela concerne le genre Philanthus, à savoir 5 échantillons correspondant à 3 taxons, dont 2 nouveaux, en tout cas, supposés nouveaux. Il s'avère qu'en effet, au niveau du Philanthus maderas patensis, qui constitue pourtant un groupe taxonomique assez complexe, l'identification finale correspondrait bien à ça. Par contre, nous sommes complètement déçus, alors qu'on pensait que Philanthus SP2 et SP3 auraient pu correspondre à des espèces nouvelles. Les analyses moléculaires les rattachent également du maderas patensis, ce qui ne semble pas vraiment concordant, en tout cas avec les analyses morphologiques, mais également écologiques que l'on a pu mener sur les îles. Donc, on suppose qu'il y a quand même un doute probablement sur la méthode d'analyse génétique et en particulier sur les amorces utilisées. Il faut savoir que ce sont des espèces sauvages, qui plus est tropicales, et que bien souvent, en termes méthodologiques, on ne dispose pas forcément aujourd'hui des amorces suffisamment précises. En termes de la famille des Euphorbiacées, en particulier le genre Euphorbia, 12 échantillons, 6 taxons, dont un supposé nouveau, notamment sur Europa, c'est le cas de cette Euphorbia SP1. Et là, encore une fois, déception par rapport aux résultats moléculaires qui seraient rattachés à Euphorbia mertoni. Or, on connaît bien cette espèce avec Vincent et elle nous semble vraiment complètement différente de cette Euphorbia SP1. Également, notre Euphorbia mertoni, indiqué sur Juan de Nova, est associé à Euphorbia stodartii. Bref, tout ça, pour nous, sont des résultats qui ne nous semblent pas hyper satisfaisants, en tout cas qui ne corroborent pas avec ce que l'on a pu voir sur le terrain. Un arbre phylogénétique a été réalisé pour les euphorbes
Donc on voit en effet certains clades qui sortent assez clairement, mais qui malheureusement ne mettent pas non plus en exergue notre Euphorbia sp1 que l'on pensait réellement distinct des autres. Et l'arbre en dessous, c'est la section Thyrucalus, ça concerne en particulier l'Euphorbe stenoclada de Juan-de-Nova et d'Europa, où là, pas de surprise, il s'agit bien de cette espèce qui est déjà bien connue sur Madagascar. Xavier Aubriot a également analysé les solanacées, notamment à travers deux genres, le genre Lithium, le genre Solanum, au total 6 échantillons, 4 taxons, dont un supposé inconnu. On est, nous, plus ou moins satisfaits de ce résultat, de Lithium héliotif. Lithium, c'est un groupe très mal étudié, présent notamment dans l'ouest de l'océan Indien. Certaines fleurs, d'ailleurs, associent Lithium hélioti avec Lithium mascarenense de la Réunion. On a bien, en fait, un Lithium héliotique qui est bien distinct de notre mascarenense, qui constitue donc une espèce non pas endémique d'Europa, mais spécifique à cette île, et non, c'est en tout cas une espèce différente de celle qu'on trouve à la Réunion. En termes de solanacées, ce qui est important, intéressant pour nous, c'est de déterminer un Solanum sp collecté sur l'île d'Ulysse, qui au niveau morphologique présentait vraiment des choses assez particulières, notamment la couleur de ses fruits. La taille des individus est également très importante du fait en fait qu'elle se situe sur la colonie de Nodi sur l'île d'Ulysse, donc la plante est particulièrement bien engraissée. On est en fait, on apprend grâce à ces analyses moléculaires qu'on pourrait la rapprocher de Solanum villosum. On s'est également intéressé à la famille des Amaranthaceae, en particulier du genre Achyranthes. Les études ont été réalisées par Ross McCauley du collège de Fort Lewis College Herbarium aux États-Unis, où également il a extrait l'ADN génomique, travaillé sur les régions ITS et ETS, mais c'est un spécialiste des Achyranthes, avec en fait l'avantage qu'il ait déjà développé des amorces spécifiques au genre, et il nous a fait des résultats en fait sous forme d'arbres phylogénétiques. Il s'agit d'ailleurs de primétudes, on va pouvoir affiner ça là dans les mois à venir. Ce qui était assez intéressant, c'est qu'on supposait en fait la présence de 2 nouvelles espèces endémiques d'Europa, indiquées ici par le petit curseur mauve. Donc en fait, le premier arbre concerne des Achyranthes de l'océan Indien, mais également du Pacifique, et puis certains Achyranthes intégrés via les données accessibles de GenBank. Donc en fait, on constate qu'il y a un gros groupe de Fructicosa dans lequel s'insère notre espèce nouvelle, a priori SP Novo 1 d'Europa. Et puis en fait, on a des groupes, en tout cas des éparses, qui sortent quand même assez distinctes des autres Achyranthes, des autres zones géographiques. Cette analyse a également été faite à l'échelle juste des Achyranthes de l'océan Indien, c'est-à-dire ceux des îles Éparses, de la Réunion et de Mayotte. Et là, on est relativement content de ces résultats, savoir que notre Achyranthes SP Novo Europa sort de manière un peu distincte d'un gros clade composé par Achyranthes aspera fruticosa. Et en effet, d'un point de vue morphologique, elles peuvent se rapprocher. Mais en termes écologiques, on est vraiment sur des choses complètement différentes. Et puis, on avait rapproché un Achyranthes d'Europa nommé Confere talboti parce que en observant les planches d'herbier d'Achyranthes, il se rapprochait du vrai talboti connu au Liberia, sauf que ces conditions écologiques étaient complètement différentes. Notre Achyranthes d'Europa pousse dans une brousse à euphorbe, alors que le talboti du Liberia pousse dans des zones humides. Là, on est content de ces résultats d'arbres phylogénétiques, sachant que notre groupe Talboti sort vraiment distinct de notre Talboti Liberia. Petite artefact erreur, on a un Achyranthes aspera de Juan-de-Nova qui sort dans ce groupe, mais on est persuadé qu'en faisant des analyses un peu plus fines, on aura bien mis en évidence de 2 nouvelles espèces d'Achyranthes endémiques d'Europa. En termes de perspective, alors dans le cadre du projet RECOFISH, certaines analyses moléculaires sont à poursuivre, c'est le cas des Euphorbiacées, des Phyllanthacées. Ce serait intéressant de poursuivre la collaboration avec des laboratoires, notamment via le développement d'amores spécifiques. On complétera ces études moléculaires avec des études morphologiques. Dans le cas des Amaranthaceae, il serait intéressant de finaliser cette collaboration avec Ross McCauley et puis avec Vincent Boulet pour aboutir in fine à la description de 2 nouvelles espèces endémiques d'Europa. Et puis, parmi nos 16 taxons qui posaient problème, objectif donc prioritaire de ce programme RECOFI, nous n'avons à ce jour pas trouvé de laboratoire preneur pour 2 échantillons de ficus, des glorieuses, et 5 échantillons de Boeravia, famille des Nyctaginacées, présents sur Europa, Jouan, Glorieuse et Tromelin. Et là encore, on supposerait, d'après nos analyses morpho, qu'on aurait peut-être 2 espèces nouvelles de Boeravia pour la science. Également, ce qui est intéressant, c'est que hors projet RECOFI, la prise de contact de ces différents laboratoires nous a permis de tester de nouveaux partenariats. Le CBN, ses partenaires
et également de mettre en avant un petit peu la diversité, l'originalité de la flore des îles éparses. C'est ainsi qu'on a collaboré sur les Samphires de Madagascar et d'Europa avec Alexander Soukourkov, l'université de Moscou, et on vient tous ensemble, avec notamment Vincent, de sortir un article sur ces Samphires de Madagascar et d'Europa. On est également en collaboration avec Vincent, avec Mats Tullin de l'université d'Uppsala sur les Paramolugo, un genre également difficile. Et on est en train de rédiger un article sur la description de 3 nouvelles espèces, dont une nouvelle espèce endémique des îles éparses, Paramolugo nesophylla. On est également en relation avec Germinal Rouen du MNHN, avec qui on a en fait envoyé tous nos échantillons d'Ophioglossum. Ça concerne 2 taxons présents sur Europa, Jointe de Novembre et Glorieuse, là dans le cadre d'une révision globale du genre. Et également, on va aboutir une collaboration avec Gilberto Ocampo Acosta, le spécialiste de la famille complexe des Portulacacées, auprès duquel on va envoyer en fait nos différents taxons, nos différents prélèvements concernant ce genre difficile qui est Portulaca. J'en ai fini pour ma partie flore vasculaire. Alors, par rapport aux objectifs du programme, qui est un programme qu'on a greffé sur le projet qui portait sur la flore, les objectifs étaient très simples pour commencer. C'était simplement de faire du gap filling, de compléter les connaissances sur la fonge de cette partie du monde, comme vous pouvez le voir sur cette carte qui est très résumée. En gros, la zone paléotropique Afrique est certainement le secteur le moins bien connu du monde, si on infère que tout le paléarctique russe correspond pour la fonge, ce sont les données de la fonge ici, très fortement à ce qu'on a, au moins majoritairement, en Europe occidentale. Donc voilà, c'était l'idée, exclusivement et modestement, de contribuer à améliorer les connaissances. Donc pour ça, on a structuré les... Vas-y, tu peux passer, merci. Pour ça, on a structuré la campagne de terrain selon une approche un peu méthodologique pour essayer de collecter le maximum de diversité. Donc les lichens sont... on a fait le focus sur les lichens, puisque moi je suis plutôt expert lichen que champignons au sens large. Et on a quand même collecté en fait les champignons qu'on a vus au passage, puisque les carpophores souvent fructifient et disparaissent assez rapidement. Donc on s'est permis de les collecter, comme ça appartient au même règne. Comme c'était l'occasion de faire des données sur ces espèces méconnues, en fait, ça a permis de collecter une seule espèce de champignon au final. Donc, on a bien fait de ne pas cibler ce groupe en particulier. Les lichens, donc, c'est dans le règne de la fonge, et ça présente l'intérêt, pour étudier le règne de la fonge, d'être des espèces pérenantes. Donc, on peut les étudier très facilement toute l'année sans aucun risque de phénologie, et donc on est certain de ne pas se déplacer pour rien, particulièrement dans ces territoires difficiles d'accès. Donc, le protocole était très simple. On avait 2 protocoles qui consistaient à des collectes à vue, un peu au hasard de ce qu'on trouvait, avec un peu d'expertise, en allant chercher dans les niches écologiques qu'on connaît pour les lichens, donc les milieux sur écorce, par terre pour les espèces terricoles, sur rochers pour les rares rochers qu'il y avait dans certains secteurs, et puis c'était à peu près tout. Et puis on avait un second protocole qui visait à avoir des inventaires beaucoup plus exhaustifs sur toutes les espèces ligneuses, puisque beaucoup d'espèces de lichens sont corticoles, et donc on a mis en place un protocole qui nous a permis de passer un temps standardisé à prospecter toutes les espèces d'arbres, de buissons ou de lianes ligneuses des 4 territoires qu'on a pu visiter. Ce qui nous a permis de faire 279 stations d'études avec 347 événements de collecte. Et dans chaque événement de collecte, on a plusieurs parts d'herbiers, plusieurs individus de lichens, bien entendu, et puis plusieurs taxons. Et donc, on peut estimer la collecte au total à environ 2000 à, je pense même 3000 potentiellement parts d'herbiers sur lesquels on travaille actuellement. Voilà, donc quelques graphes en bas simplement pour vous montrer que la pression, le nombre de stations par territoire était assez comparable entre les territoires, parce qu'on a passé un volume horaire assez comparable entre les territoires, du moins pour Jointe de Nova, Grande Glorieuse et Europa. Et puis sur la slide, la figure de droite, on voit que ce qui est intéressant, c'est quand on aura toutes les déterminations terminées, on pourra voir quelle est la relation entre les phorophytes et les espèces, et on voit que les espèces en commun entre plusieurs territoires sont assez peu nombreuses, puisqu'on n'a que 6 phorophytes, donc grossièrement 6 arbres au buisson qui poussent dans les 4 territoires. Donc ça fait qu'on a un modèle écologique qui est relativement réduit pour les comparaisons le long de gradients latitudinaux, par exemple. On peut passer, Jean, à la diapo suivante. Donc actuellement, les déterminations sont en cours. C'est un travail qui prend énormément de temps, comme vous avez pu le voir sur la carte.
les données sont rares à cette échelle-là dans ce secteur-là au niveau mondial. La bibliographie est plus que rare et il y a énormément de nouveautés taxonomiques, donc forcément ça prend beaucoup de temps. On a forcément commencé par les taxons les plus évidents et maintenant on est sur les taxons les moins faciles à déterminer. Dans ce qu'on a pu finaliser pour l'instant, donc pour ceux qui ont visité ces territoires, notamment à Repas, vous avez certainement vu que les arbres sont couverts de très gros lichens, par exemple Euphorbia stenoclada est couverte de ce gros Roxella. Donc il y a 3 espèces de Roxella dans les îles Éparses et on a étudié leur taxonomie, on a aussi étudié leur composition chimique avec des approches assez innovatives, pour la lichenologie, assez innovatives et assez précises, en partenariat avec la faculté de pharmacie de Rennes, où on a fait en fait de la chromatographie en phase liquide à haute pression, qui permet d'avoir des chromatogrammes très précis, sachant que la chimie compte parmi, les composés chimiques comptent parmi des critères taxonomiques très couramment utilisés, notamment dans les secteurs les moins bien connus au plan de la diversité des espèces, puisque c'est des critères objectifs et relativement robustes. Donc on a pu comparer les espèces, notamment une espèce, Roxella montagnei, qui était présente à Europa, Juan Nova et Glorieuse, ce qui nous permet de voir si au sein de la même espèce qui pousse dans les conditions comparables, on observe des variations long d'un gradient par exemple, et à l'échelle des îles Éparses, les variations ne sont pas très significatives. On a comparé avec la même espèce provenant de Sao Tomé, donc de l'autre côté de l'Afrique, et on a quand même des composés très très différents, donc ça pose des questions au plan taxonomique et écologique. Donc on a fait une publication sur ce premier sujet. Vas-y Jean, tu peux passer, merci. Donc deuxième sujet sur les Ramalina, donc c'est un genre qui est assez présent dans les îles Éparses, mais beaucoup plus discret que les Roxella, il faut quand même le chercher. On n'en a pas trouvé des quantités astronomiques comme les Roxella. Donc on a sorti un papier au mois de décembre là, où on a étudié ces espèces-là, on a décrit 3 nouvelles espèces, donc c'est un genre qui est intéressant parce qu'il y a à la fois des espèces à très large distribution et puis un très fort taux d'endémisme. Donc là, c'est difficile à dire, vu la très faible quantité de données accessibles pour ces taxons au niveau mondial, que ces 3 nouvelles espèces sont endémiques. Bon, elles sont au moins endémiques de la zone, je voudrais dire, du canal du Mozambique ou certainement du secteur Afrique de l'Est. Après, de là à dire qu'elles sont endémiques des îles Éparses, je ne me prononcerai pas parce que c'est difficile à dire. Et bon, voilà, quand on s'intéresse à un genre, on a sur les collectes qu'on avait déjà 3 nouveautés sur 5 taxons qu'on a listés. Donc ça laisse un peu augurer la quantité d'espèces qui reste à décrire dans les 2 ou 3 000 parts d'herbier qu'on a collectées. Vas-y Jean, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc une nouvelle espèce aussi qu'on est en train de décrire, c'est pas encore publié, mais ça a été soumis la semaine dernière, une fois en s'appuyant sur les analyses moléculaires. Donc c'est intéressant de parler de ça parce qu'en fait, pour les lichens, actuellement, on a peu de données, on n'a pas aussi énormément de moyens, il n'y a pas énormément de laboratoires qui travaillent au niveau mondial sur le sujet, donc ça implique en réalité, pour ce genre d'inventaire préliminaire, de croiser différents types d'analyses, et donc on exploite tout ce qu'on a à portée de main pour faire de la taxonomie, depuis les techniques traditionnelles d'observation macroscopique et microscopique, donc ce qui correspond à la taxonomie pré-génétique, jusqu'au moyen chimique dont j'ai parlé avant. Et puis là, voilà, pour certains cas de figure, quand les critères sont vraiment très discrets, on essaye de trouver des partenariats ou des moyens de faire des analyses moléculaires qui seraient complémentaires. Et ici, ça permet de décrire une nouvelle espèce. C'est intéressant, on n'a pas eu de bol parce que ce genre cette espèce appartient à un genre et à un ordre qui ont été décrits en 2018. Donc là, c'est collecté en 2019, donc à quelques années près, on aurait pu remonter jusqu'à décrire un ordre. Voilà, bon, c'est déjà fait, donc c'est juste une nouvelle espèce. C'est aussi la première mention du genre en dehors de l'Europe. Donc ça donne un peu de perspective à ces données-là, quoi. Et vas-y Jean, dernière diapo, je pense, quasiment. Alors ça, c'est une parenthèse, donc hors lichen, sur le seul champignon qu'on a collecté dans les îles Éparses. C'est un champignon, la détermination, et puis il y a déjà quelques données indiquent que c'est Hexagonia hydnoides. Il y a quelques données en Afrique, secteur Afrique de l'Est, notamment à Mayotte, probablement au Kenya. Et c'est une espèce qui est majoritairement néotropicale, comme vous pouvez le voir sur la petite carte en bas à gauche, là, avec les points rouges, ce qui sont des vraies occurrences. Donc on s'est posé la question de savoir pourquoi ce champignon, si c'est bien la même espèce, sous réserve que ce soit bien la même espèce, était présent dans ce secteur-là. Et donc on a croisé 3 approches. La première, c'est
un modèle de distribution d'espèces, qui est la carte que vous avez au milieu, pour voir si climatiquement l'espèce peut être présente dans le secteur. Donc on voit que oui, elle pourrait avoir une distribution plutôt pantropicale. Ensuite, on a croisé, donc on avait la liste au niveau mondial des phorophytes. Donc c'est pas vraiment des phorophytes, c'est des arbres morts, mais enfin du bois, des types d'espèces sur lesquelles ce champignon a déjà été utilisé. Donc on a croisé la présence de ces phorophytes-là dans le secteur où l'espèce n'était pas très bien connue, donc paléarctique, Afrique et Australasie, par rapport aux données d'occurrence de ces arbres, pour voir si les espèces d'arbres poussaient plutôt dans les secteurs où l'espèce a climatiquement une probabilité de présence élevée. On a constaté que plutôt oui. Donc ça pose la question sur la capacité de dispersion de l'espèce. Ça pose une fois de plus la question de pourquoi ce taxon-là est présent en Afrique de l'Est, sous réserve que ce soit bien le même, alors qu'il est plutôt néotropical et strictement absent d'Australasie, puisqu'il y a des autres données sur des taxons très proches, mais qui sont absolument pas le même genre, mais des taxons qui sont clairement pas la même chose. Donc c'est un genre qui est quand même... Et donc la dernière analyse qu'on a faite... Il faudrait conclure maintenant. On a dépassé le temps. La dernière analyse qu'on a faite, tu peux revenir juste à la diapo précédente, Jean. La dernière analyse qu'on a faite, c'est qu'on a pris les données qui étaient libres d'accès dans GenBank pour ce genre-là, et puis des espèces précédentes en matière de lignée évolutive, et on a regardé à quelle période le genre pourrait s'être séparé des genres précédents, et on obtient une date qui est, je crois que c'est 65 millions d'années, je sais plus, quelque chose comme ça, ou non, beaucoup plus récent. Enfin, peu importe, c'était après la séparation des néotropiques des paléarctiques, de la zone paléarctique, et donc on peut estimer que si l'espèce est bien la même que ce qu'il y a dans la zone néotropicale, la présence en Afrique de l'Est est plutôt due à de la longue dispersion, mais qui reste un événement assez discret et assez peu abondant. Voilà. Tu peux passer à la dernière diapo, Jean, qui est juste une perspective. Donc en perspective, en gros, c'est plutôt simple. On continue de déterminer le matériel qu'on a collecté, on essaye d'avancer sur la description d'espèces, et ça prendra le temps long de la taxonomie, forcément. Et on avance aussi sur la rédaction d'une première flore des îles éparses, donc vous pouvez voir les premiers brouillons en haut. Voilà.